Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler moto, on va faire le débrief du Grand Prix du Portugal sur le circuit de l'Algarve, circuit excellent, magnifique, exceptionnel. On va parler bien entendu de Fabio Quartararo, on fera le bilan des Bleus, les tops et flops et le bilan de cette course. Moi j'ai bien aimé cette course. Moi j'ai mis un 16 sur 20 pour ce Grand Prix. Pourquoi un 16 sur 20? C'est je crois la même note que j'avais mis lors de la précédente course. Et bien tout simplement parce que j'ai pris énormément de plaisir. Mais je trouve que la course, ça a quand même été un peu une course à l'élimination. Donc c'est pour ça que j'ai peut-être pris moins de plaisir que d'habitude. Mais le circuit est tellement magnifique, tellement incroyable, ce circuit de Portimao. C'est juste sublime. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce que j'y pense que maintenant, j'ai oublié de le dire au tout début. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel pilote vous avez apprécié, quel pilote vous n'avez pas apprécié. Et puis, vous pouvez mettre également la note pour votre Grand Prix. Moi, j'ai mis 16 sur 20, voilà, parce que je trouve que c'est la note qui convient le mieux à ce Grand Prix, parce que certes, la piste et le début de course ont été peut-être plus animés qu'au Qatar, mais au Qatar, je trouve que la course a été très très forte en seconde partie, à Doha notamment, alors que là, en seconde partie, ça a peut-être été moins dynamique. Ça a été un peu une course à l'élimination, mais c'est vrai que j'ai vibré bien entendu avec Fabio Quartararo, avec Zarco, mais Quartararo était tellement au-dessus sur ce week-end de course qu'il y avait une marge de sécurité par rapport aux autres pilotes, très clairement. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je vais commencer avec Fabio Quartararo. Super Quarta ce week-end. On a retrouvé le Quartararo de la deuxième course de Jerez l'année dernière, de la Catalogne également l'an dernier. C'est le Quartararo intouchable. Intouchable. Ce qui est incroyable quand même, c'est que l'année dernière, sur cette même piste, il ne mettait pas une roue devant l'autre, on pourrait dire. C'était pas loin de la catastrophe. On se demandait comment il allait retrouver la confiance après cette course-là. Et le Quartararo 2021, il est quand même solide. Mentalement, il est très très fort. Il est très très fort, il a progressé. Je pense qu'il y a eu un travail, je ne sais pas, avec un préparateur mental, ou je ne sais pas, mais mentalement, il est confiant en fait. Avant, il faisait des bons résultats, mais sans forcément être très confiant. Il se disait, ouais, bon, Marquez est plus fort. Et je pense que c'est ce qui lui a joué des tours l'année dernière par rapport à Johan Mir, qui mentalement est une machine. Il faut le dire, Mir en course, c'est une machine le dimanche. Ce pilote est assez formidable. Mais Quartararo, ce qui est vraiment impressionnant en 2021, c'est cette confiance qu'il a acquise. Il n'avait pas cette confiance-là l'année dernière. C'est là où il est très fort. Je pense qu'ils ont travaillé là-dessus pendant l'hiver. Il y a peut-être moins eu de préparation physique parce qu'ils avaient fait tellement de préparation physique, que ce soit n'importe quel pilote avait fait énormément de préparation physique pendant la pause du confinement. Peut-être que là, on a décidé plutôt de travailler le mental du côté de Fabio Quartararo. Il s'est quand même magnifiquement intégré au team. C'était pas simple. Tu remplaces quand même Valentino Rossi, le mec qui a remis Yamaha sur les rails. Alors, je rappelle quand même que quand il arrive chez Yamaha au milieu des années 2000, Yamaha c'est plus rien en MotoGP. Il fait gagner dès leur première saison. Le titre de champion du monde, ils n'avaient pas gagné depuis 10 ou 15 ans, je ne sais plus. Donc c'est ça qui est assez formidable. C'est qu'il remplace quand même le maître de la MotoGP. Avec Agostini, ils ne sont pas nombreux à avoir eu autant de succès. Et il s'intègre en 2 courses et 3 journées d'essai. Il a réussi à redonner confiance à une équipe. Ce qui est incroyable également, c'est que ça fait depuis très longtemps que Yamaha n'avait pas gagné 2 courses. Enfin, qu'un pilote chez Yamaha n'avait pas gagné 2 courses d'affilée. Et Yamaha a remporté toutes les courses pour le moment. Sans forcément être la machine à battre. C'est ça qui est assez spectaculaire. Au Qatar, Vignales était fort, mais c'était pas la moto la plus rapide. Pareil pour Quartararo, qui a surtout fait une deuxième partie de course phénoménale. Là, à Portimao,
les Suzuki étaient très fortes. Mais le problème, c'est que les Suzuki se sont pas bien qualifiées. Se sont pas bien qualifiées. C'est-à-dire qu'elles se sont qualifiées, mais un ton en dessous de Quartararo. Il avait quand même été très très fort, Fabio, pendant tout le week-end. Moi, j'ai été impressionné en course. Parce qu'il prend pas un bon départ. Encore une fois. Mais à la bagarre, il a progressé aussi, à la bagarre. C'est-à-dire que là, il n'hésite pas à s'imposer au niveau des dépassements. Il est incisif dans ses dépassements. Et ça, c'est un pilote qui a pris de la confiance, qui est mieux mentalement. Il fait quand même pas des dépassements casse-cou. Aller jusque-là. Non, c'est solide. Aujourd'hui, Quartararo. Et autant l'année dernière, en début de saison, même au bout de 3-4 courses, j'avais dit, il faut attendre. Il y a des pistes qui vont moins convenir à la Yamaha. Il faut voir ce que ça va donner dans les courses à venir. Autant là, je suis plus confiant que l'année dernière. Vraiment plus confiant. Pour moi, Quartararo va se battre pour le titre. Il va falloir le voir quand même aller le déloger. Parce que le rythme de course et le rythme en qualification aujourd'hui, c'est quand même très très solide. Il y a peu de pilotes en ce moment qui sont capables de faire ça en MotoGP. On va voir ce que ça va donner. En 2, Johann Zarco. Johann Zarco, week-end frustrant. Au final, frustrant, parce que pas de points marqués. Alors que le podium était totalement à sa portée et qu'il a très bien roulé. En plus, jusqu'à son erreur, il roulait très très bien. C'est ça qui est frustrant avec cette chute de Johann Zarco. Ça n'a pas été un week-end facile parce que c'est, je pense, un circuit qui ne convient pas forcément à la Ducati et qui ne convient pas forcément au pilotage de Johann Zarco parce qu'il n'avait pas été très performant l'année dernière avec la Vintia. Ce qui a été compliqué pour Johann Zarco, c'est la partie sinueuse. Et c'est là où il fait l'erreur. C'est un virage où il avait du mal à être performant à cet endroit-là. Il fait une erreur également parce qu'il se fait dépasser par des pilotes qui ont été plus rapides et qu'il a essayé de les suivre. Je pense que ça a été une erreur de sa part. Après, aujourd'hui, il est dans le même niveau que Bagnaia, c'est-à-dire qu'il fait partie des 2 pilotes les plus rapides. Il est largement devant Miller en termes de rythme. Il ne faut pas déconner, il est devant lui. Il est au niveau de Bagnaia. Voilà. On va voir comment ça va se passer dans le reste de la saison. Mais Zarco, il va falloir compter sur lui pour un top 5, je dirais, au championnat. Pour le titre, faut voir comment ça va se combiner. Faut voir comment Marquez va revenir. Faut voir si tous les pilotes vont se partager les points. Si tous les pilotes vont se partager les points comme l'année dernière, vous avez la potentialité d'être champion du monde, même en faisant des moins bons résultats. Là, il sait qu'il a grillé un joker, Johann Zarco. Il n'est pas con non plus. Mais sur une piste qui ne convenait pas forcément totalement à sa machine. C'est comme le Sachsenring. On sait que Ducati au Sachsenring, ils ne seront pas performants. Peut-être que ça sera également compliqué en Finlande. Par contre, le Mugello, Le Mans, normalement, ils seront devant du côté de Ducati. Il faudra faire attention à Zarco au Mans. Parce qu'il a toujours été bon au Mans. Même si les résultats au niveau comptable, on pourrait dire, n'ont pas toujours été là, il a toujours été bon sur cette piste. Et Zarco, avec la Ducati, full puissance moteur, il va falloir s'en méfier comme le lait sur le feu. On passe tout de suite au pilote top. Du côté des pilotes top, je commence avec Francesco Pecco Bagnaia. Très bon week-end. Je dirais que la seule frustration qu'il pourra avoir Bagnaia, c'est de ne pas avoir eu la pole position. Parce que c'est vrai que je pense que sur un tour, il était plus rapide que Fabio. Par contre, sur le rythme de course, c'est en dessous. Parce que la Ducati est plus complexe. C'est quand même un circuit qui est très technique. Portimao, avec les mouvements de terrain, il faut savoir les gérer. C'est quand même un circuit où vous avez beaucoup de bosses, beaucoup de difficultés, beaucoup de virages. C'est vraiment, je pense, aujourd'hui, le circuit le plus technique en moto. En F1, c'est difficile, mais en moto, c'est vraiment un défi extrêmement complexe. Et avec une moto si puissante que la Ducati, c'est pas facile à gérer. Je trouve qu'en course, il a été très bon. Meilleur que d'habitude, même. J'ai l'impression quand même qu'il a pas mal progressé. Je parlais de Quartararo qui a progressé pendant l'hiver. Bagnaia aussi, parce que sa saison dernière, il y avait eu un bon résultat à Misano et puis il avait enchaîné pas mal d'erreurs.
Là, depuis le début de saison, il a fait très peu d'erreurs, Banaya. Contrairement à l'année dernière, il chutait beaucoup. Là, très peu. Ça montre un changement peut-être de mentalité. Moi, j'avais peur. Hein. Quand on m'a dit l'année dernière, Banaya a rejoint l'équipe officielle, je me suis dit, est-ce qu'on n'a pas été un petit peu trop vite en besogne du côté de chez Ducati? Est-ce qu'on n'a pas été trop vite parce qu'il a eu un bon résultat en Italie, donc on se dit tout de suite, allez, il faut le mettre. Sauf que Banaya, il a fait beaucoup d'erreurs, surtout sur la deuxième partie de saison. Ça a été pas loin d'être catastrophique pour Banaya, pas de rythme. Et quand il roulait, souvent il tombait en plus, quand il roulait fort, quand il voulait accélérer le rythme. Mais là, on sent qu'il est en confiance avec sa moto. Alors, est-ce que ça va tenir toute la saison? Ça, c'est la grande question avec Banaya. Il a quand même déjà un petit peu de points de retard. Mais pour le moment, le pilote fait du bon travail. Et ce qu'il faut dire aussi avec Banaya actuellement, ce qui est intéressant avec le pilote italien, c'est que Banaya, malgré le fait qu'en qualification il rate la pole, ce qui aurait pu le mettre dans une colère un petit peu noire, parce qu'il se retrouve à partir 11e sur la grille, alors que normalement il aurait dû avoir la pole, mais à cause d'un drapeau jaune. Donc c'est vrai que ça peut être très frustrant, ce genre de choses. Eh bien, mentalement, il est quand même resté dans sa course. C'est-à-dire, il aurait pu se dire, faut que je remonte tout de suite. Il faut que je gagne 5 places au départ, 6 places au départ. Il a gagné des positions, mais il n'en a pas trop fait. Il n'a pas surpiloté sur les premiers tours de course. Et ça montre également de l'intelligence et qu'il est devenu un petit peu plus sage qu'auparavant. Et ça, c'est du bon travail de la part du pilote italien. Je continue avec Alex Espargaro. Alex Espargaro, week-end en plus un dimanche un petit peu atypique pour Alex Espargaro, avec cet hommage rendu à Fausto Gresini qui a disparu, emporté par la Covid. Il y avait un hommage à la fois à Imola du côté de la Formule 1 où on a rendu hommage une heure avant le Grand Prix au pilote et team manager italien. Puis de l'autre côté, hommage également à Portimao à 20 minutes du départ du Grand Prix. Donc forcément, c'est une ambiance qui est particulière. Je pense que depuis le début de saison, de toute manière, c'est une ambiance particulière parce que j'ai l'impression que chez Aprilia et chez Alex Espargaro, déjà la moto a progressé, mais qu'il y a une sorte d'énergie supplémentaire, un supplément d'âme, un supplément dans la bagarre. Avant, Alex Espargaro, souvent, il démarrait bien ses Grands Prix. Et puis, au fur et à mesure de la course, il perdait de rythme et puis à la fin, il était nulle part. Là, il fait 7e. Il ne s'est pas laissé déborder quand Marquez le dépasse, quand Morbidelli le dépasse. Il reste devant aujourd'hui. Alex Espargaro. Et c'est là où je trouve qu'il a été bon pendant tout le Grand Prix. Pardon, il fait 6e. Mais quand à un moment il est en bagarre avec Marc Marquez, il ne s'est pas déconcentré. Il est resté solide. Quand il y a Brad Binder à un moment qui est proche de lui, il est solide aussi. C'est une course remarquable, 6e. Alors certes, sur un circuit qui, je pense, convient très bien à l'Aprilia, parce que l'Aprilia est une machine qui est très agile, qui a une très belle stabilité à l'Aprilia. Ce qui lui manque aujourd'hui, c'est un moteur. Il manque encore un peu de la puissance moteur, mais il manquait aussi beaucoup d'éléments au niveau de l'aérodynamisme, au niveau du carénage. Ils ont progressé là-dessus. On s'aperçoit que sur des circuits comme le Sachsenring, il va falloir s'en méfier de l'Aprilia sur le Sachsenring. Parce que sur des circuits où le moteur a moins d'importance, vu sa facilité dans les virages, on va dire surtout dans les sorties de virages, où elle a l'air assez performante, ça va pas être facile. Et Alex Espargaro, il va falloir compter sur lui pour un top 10 cette année au championnat du monde. Vraiment. C'était pas le cas les années précédentes, mais j'ai l'impression qu'en plus il est plus constant. C'est intéressant parce qu'on sait que Aprilia va lancer son équipe officielle l'année prochaine. Montrer que la moto est déjà performante, c'est très bien. Et Fausto Gresini veut également montrer que son équipe est en capacité d'être team numéro 2 d'Aprilia. Parce qu'on sait qu'Aprilia veut avoir un team factory, mais c'est également le cas de Suzuki. Il y a toujours cette réflexion-là d'avoir un team satellite. Ce sont deux constructeurs qui vont être intéressés
par l'équipe Fausto-Gresini, qui montre qu'elle travaille bien, qui montre qu'elle fait du bon job aujourd'hui, avec peut-être moins de moyens que les grosses équipes officielles, mais ils font de l'excellent travail et je voulais souligner ça parce qu'il avait déjà fait un bon Grand Prix, deux premières très bonnes manches, Alex Espargaro, et puis je termine avec Marc Marquez. Le King is back. La légende est de retour, hein, Marc Marquez. L'icône de la MotoGP, la référence aujourd'hui de la MotoGP, la valeur étalon est de retour. 7ème en course. C'est fantastique parce que physiquement tu sens qu'il est pas au top. Quand en qualification il se détend énormément le bras en début de Q2, tu te dis ça sent pas bon pour la course. Ça sent pas bon pour la course. Sur un circuit en plus comme Portimao, on n'est pas sur n'importe quel circuit, on est sur un circuit qui physiquement est très exigeant. Au niveau du haut du corps, au niveau des bras, tu te dis il va passer un mauvais quart d'heure, Coco. Enfin, ça va être très compliqué. Et derrière, il fait une course sans faire de bruit presque. Il fait une course tranquille, mais il chope des points. Et pour Honda, c'est très important. C'est quasiment le meilleur résultat d'Honda depuis l'année dernière. C'est-à-dire, si tu enlèves les podiums d'Alex Marquez, c'est le meilleur résultat. Il est de retour. Il n'a pas roulé depuis 245 jours en compétition. 7ème. C'est spectaculaire, c'est incroyable ce retour. Il est sensationnel. Et moi je suis heureux parce que ça fait du bien de revoir. C'est comme quand Rossi n'est pas là en moto aujourd'hui. Ce sont des pilotes qui, le jour où Rossi va prendre sa retraite, on sera tous tristes. Hein, même si moi je dis aujourd'hui il devrait prendre sa retraite. Parce que je pense qu'il est plus performant. Mais quand Rossi s'était blessé tibia péroné, ça remonte maintenant à au moins 6-7 ans, on était tous un petit peu orphelins du champion. Si Lewis Hamilton se blessait en Formule 1, il ne pouvait pas rouler pendant 3-4 courses, on serait tous un petit peu... on aurait du mal à évaluer la référence, on aurait du mal à dire Verstappen avait gagné, mais en même temps il n'y avait pas Hamilton, alors c'est compliqué à dire. Là, on a le champion. On a le champion. Et ce qui montre aussi qu'il va falloir compter sur lui quand même, hein, sur le reste de la saison, parce que sur un circuit comme celui-là, dans ces conditions-là, il fait 7ème. Donc, je dirais pas tout de suite, mais fin du mois de mai, dans un mois, on est au Grand Prix d'Italie. À peu près. Mugello. Catalogne au début juin, ça sera compliqué au niveau des pneus. Le Sachsenring, qui est un circuit qu'il affectionne. La victoire peut peut-être se jouer sur ces courses-là. Et on sera que à 5ème ou on sera 3 courses, 4, 5, 6, 7, 8 au Sachsenring. Donc il restera encore plus de 10 courses à faire. Le championnat n'est pas fini. Il n'est pas encore perdu pour Marc Marquez. Il peut encore vraiment revenir. Il va falloir se méfier du pilote espagnol. On passe tout de suite au pilote au flop. Du côté des flops, je commence avec notre ami Maverick Viñales qui a vécu un mauvais week-end. Mauvais week-end déjà parce que votre équipier gagne. Parce que quand votre équipier gagne, vous finissez à 23 secondes. Ça fait un peu mal au cucu, c'est-à-dire quand même 1 seconde au tour, presque. Pendant le Grand Prix. Qu'en qualification, vous réalisez un bon chrono, mais il est annulé, un petit peu comme Pecco Bagnaia, et que vous partez à 9 dixièmes de votre équipier, là aussi, ça fait un petit peu mal. Et qu'au championnat, on va dire qu'il limite quand même la casse, mais il finit que 11e. Mais il limite la casse parce qu'il y a pendant très longtemps, il était en dehors du top 15. Quand même en début de Grand Prix, Maverick Viñales. Début de course catastrophique. Il démarre mal, certes, mais alors le tempo qu'il avait sur les 5-6 premiers tours de course, wow, c'était dur. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, il se fait quand même dépasser, je crois, par Savadori. Ça fait un peu mal, parce que Savadori, il a une Aprilia, mais qui n'est pas au top. Et puis, c'est pas le meilleur pilote du monde, Lorenzo Savadori. Quand tu te bagarres avec des pilotes comme Petrucci, c'est quand même compliqué. Du côté de Viñales, il a retrouvé un petit peu de rythme au fur et à mesure de la course, mais ce fut quand même
très 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 compliqué, pas simple pour le pilote espagnol. Et moi je me pose quand même des questions. D'où vient cette inconstance? Bordel de merde, on pourrait dire. Parce que c'est quand même incroyable qu'il gagne la première course de la saison, qu'au Qatar il soit plutôt performant, qu'à la troisième course de l'année, la moto n'a pas changé, quasiment pas, il y a eu peu d'évolution. Il arrive aussi peu de performants. Alors est-ce que c'est le circuit? Parce que je crois me rappeler que lui aussi, l'année dernière, n'avait pas eu un très bon Grand Prix au Portugal. Mais bon, s'il y a la moitié des circuits qui ne l'apprécient pas et que quand il n'apprécie pas un circuit, il n'a pas de rythme, il ne sera pas champion du monde. Un champion du monde doit être polyvalent, un champion du monde doit être régulier. S'il n'arrive pas à gérer ses temps faibles, aujourd'hui, Maverick Viñales, ça va commencer à poser un sérieux problème. Surtout qu'il est un petit peu attendu au tournant quand même, par Lynn Jarvis et Yamaha. On lui a mis quand même un équipier un peu plus performant dans les pattes, c'est plus Valentino Rossi. On attend quand même à ce qu'il soit techniquement le leader. J'ai l'impression qu'il est en train de perdre le combat face à Fabio Quartararo. Oh, bien entendu, nous en tant que Français, on s'en réjouit. Mais il va falloir vraiment que Viñales se sorte le doigt du cul. Il ne peut pas continuer comme ça, Maverick. Donc à lui de retrouver du rythme, mais surtout de la constance. C'est ça qui lui manque. Aujourd'hui, tu ne peux pas être champion du monde si tous les 3 Grands Prix, tu fais 11 ou 12. C'est pas possible, techniquement. Donc, et surtout, l'année dernière, il chutait aussi, Maverick Viñales. Donc, il va falloir retrouver du rythme. Je continue avec un deuxième pilote du côté des flops, c'est Jack Miller. Bon, on en parle du début de saison de Jack Miller, pas loin de catastrophique. Très, 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 très compliqué pour le pilote australien. Là, il chute. 2 chutes, un résultat très moyen sur son début de saison à Jack Miller. Beaucoup trop de chutes pour Jack Miller. Beaucoup trop de chutes, manque de rythme. Parce que là, quand il tombe, il est très loin de Bagnaia. Il est déjà plus dans le sillage de Pecco Bagnaia. Il force trop, aujourd'hui, Jack Miller. Certainement parce qu'il n'a pas assez de rythme aujourd'hui. Mais il va falloir retrouver des solutions. Alors, est-ce qu'il n'est pas à l'aise avec la moto? Est-ce qu'on a fait des réglages spécifiques sur la moto c'était pas le cas l'année dernière, mais l'année dernière en plus il s'en sortait très bien avec sa Ducati, même s'il n'était pas extrêmement constant. Ça c'est clair et net, il faut qu'il soit encore... c'est ce que j'avais dit sur mon bilan de la saison, j'avais dit qu'il devait être plus constant, je crois, m'a appelé Jack Miller. C'est encore un problème pour le pilote australien, mais là, il est nulle part actuellement. Le mec a quand même dominé les essais hivernaux. C'est ça qui est assez stupéfiant. Parce que même quand il finit des courses, il est fini loin de son équipier. Et de Johann Zarco. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au classement du championnat du monde, quand même, il y a 26 points d'écart avec Johann Zarco. Qui pourtant a abandonné une course. Avec Pecco Bagnaia, il y a 30 points. 32 points d'écart. Donc ça commence à faire beaucoup. Et pour le titre, là aussi, il y a quasiment 40 points. Plus de 40 points pour le titre d'écart. 47 points. Quasiment 2 courses. Déjà. 3 Grands Prix de réaliser cette année. Donc oui, je suis un petit peu inquiet pour le soldat Miller. Mais le rythme n'est pas exceptionnel et puis beaucoup trop de chutes. Je crois que c'est surtout ça le gros problème. Je termine avec Iker Lecuona. Que dire de Iker Lecuona? C'est compliqué de défendre le pilote. Il finit quand même en qualification 2 dixièmes derrière Petrucci. Simplement
40 millième devant Savadori. Je rappelle que Savadori n'a pas les dernières évolutions sur son Aprilia. Il finit donc 19e des qualifications, mais c'est comme s'il finissait dernier des vraies motos. En course, il finit 15e, derrière Savadori. Donc, et il n'y a pas un petit écart, hein. Il y a 12 secondes entre lui et Savadori. Avec Petrucci, il y a 20 secondes. Avec Petrucci, le pilote qui n'était absolument pas performant l'année dernière chez Ducati, qui a changé de moto, qui est passé quand même d'une Ducati à une KTM, c'est pas du tout la même chose, qui est passé d'un team officiel à un team satellite. Il y a eu quand même beaucoup de changements pour Petrucci ces derniers temps. Et Petrucci, il finit quand même il finit loin de Brad Binder, hein. Il y a 6 secondes. Oui, il y a une bonne quinzaine de secondes, hein, voire même plus, 23 secondes précisément. Il y a quasiment 20 secondes d'écart entre Petrucci qui finit à 29 836 et Brad Binder est à 6 secondes. Donc ouais, non, c'est pas normal pour un pilote comme Iker Lecuona. Après, Iker Lecuona, moi je me suis toujours demandé pourquoi il l'avait recruté chez KTM, parce que en Moto 2, c'était déjà pas un crack. Et quand on n'est pas un crack en Moto 2, c'est rare qu'on le devienne en Moto GP. Autant en F1, des fois on a des surprises, autant en moto, les surprises sont quand même extrêmement rares. Et parce que c'est souvent l'inverse. On a souvent des cracks en Moto 2 qui ne s'en sortent pas en Moto GP. Mais Lecuona n'était pas très bon. Je crois que c'était chez American Racing à l'époque. Il était sur un châssis KTM quand il a terminé la Moto 2, donc en 2019. Aujourd'hui, je me demande ce qu'il fout là, en fait, très clairement. Si tu compares à Brad Binder, qui est de la même génération que lui, au niveau Moto 2, ou même on peut comparer à Bastianini ou à Marini, c'est quand même extrêmement compliqué. En sachant les deux ont encore inversé leur position. Bastianini est quand même une bête le dimanche. Hein. C'est là on voit qu'il est très très fort, même si Marini n'a pas fait un mauvais Grand Prix avec une 12e place. Mais du côté de Savadori, de Lecuona, j'ai l'impression quand même que le contrat l'année prochaine, il va être compliqué à re-signer et que ça me semble compliqué pour Iker Lecuona, s'il n'y a pas d'écurie qui se crée, de rester en MotoGP, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas montré grand-chose dans la catégorie. Pour finir cette vidéo, on va passer au classement général. Classement général côté pilote, avec Fabio Quartararo en tête du classement général, vous l'avez à l'écran, devant Pecco Bagnaia et Maverick Viñales. On a déjà quand même 15 points d'écart entre Bagnaia et Quartararo. Maverick Viñales est déjà à 20 points, ce qui fait un petit écart. 21 points pour Johann Zarco, 4e. On retrouve ensuite Joan Mir, Alex Espargaro, Alex Rins qui est tombé. Dommage, parce qu'il aurait pu faire une bonne opération championnat. Devant Brad Binder, pour le moment, pas énormément de rythme pour le pilote sud-africain, mais très régulier. Alex Espargaro avec la Aprilia 6e du championnat du monde, c'est quand même déjà très très intéressant. Et ensuite, Bastianini, très fort le dimanche, et Jorge Martin, qui s'est quand même bien blessé et qui, je pense, ne sera pas sur la piste lors de la prochaine course. Enfin, ça m'étonnerait. On retrouve Valentino Rossi simplement 19e. Alex Marquez 15e. Marc Marquez 14e avec 9 points marqués. Et Iker Lecuona dernier avec un petit point simplement de marqué derrière Lorenzo Savadori. Du côté du classement par équipe, c'est Yamaha qui domine avec 102 points, déjà 41 points d'avance sur le team Suzuki. On retrouve ensuite l'équipe Ducati, c'est très serré entre les deux, puis Pramac, Aprilia qui a 30 points de retard déjà sur Pramac. Donc Pramac pour le classement du team satellite des indépendants, ça va être très intéressant pour eux. On retrouve ensuite Honda, puis KTM, Petronas, Avintia, LCR et pour finir Tech 3. Avintia, ils l'ont mis en 2 fois, donc Avintia doit être devant Petronas même pour le moment. Là, je regarde sur motorsport.com et je vous mettrai les classements sur Wikipédia. Du côté du classement constructeur, c'est Yamaha qui est devant Ducati et Suzuki. On retrouve ensuite Aprilia, KTM et Honda au dernier de ce classement constructeur, mais le retour de Marc Marquez arrivera peut-être à redonner des couleurs à cette équipe. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Marque Production. Ciao, ciao!